Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 20 décembre 2023. On se retrouve aujourd'hui pour parler crypto, pour parler BTC, on va faire un tour de l'actualité parce qu'il y a beaucoup de choses à voir et ça commence tout de suite. Si tu as envie de te former et profiter vraiment du bull run, c'est simple, il y a une formation parfaite, complète, gratuite à disposition. C'est à travers un parcours pédagogique qui t'apprend tout sur la blockchain, la crypto, l'investissement, l'analyse technique et le trading. Tout ça gratuitement en commentaire et en description. Tu as des exercices, des QCM, des modules, des vidéos, des guides, tout pour pouvoir t'accompagner dans ta progression. On va commencer par parler réglementation, parce que forcément c'est quelque chose dont on va parler régulièrement maintenant, dans cette fin d'année, et aussi dans l'année 2024, parce que je pense que ça va être l'année vraiment où la réglementation va être portée aux USA sur les crypto-monnaies, pas forcément par la SEC et pas forcément de la façon dans laquelle on le pense. J'ai déjà commencé à aborder plusieurs fois ce sujet, avec notamment le deal autour de Binance, mais c'est pas le seul dans lequel on commence à avoir cette notion d'OFAC compliance, dans lequel on a derrière des acteurs comme Bloxroot, donc qui est un provider spécialisé dans l'infrastructure pour la finance décentralisée, qui va se mettre à blacklister les blocs ou les adresses qui ont de l'OFAC, enfin qui sont non OFAC compliant. OFAC étant justement l'outil de répression des USA internationales sur les sanctions, et on voit qu'on commence à avoir des acteurs qui vont appliquer ces sanctions-là. Et c'est vraiment très important parce que c'est dans cette démarche-là, on a eu il y a pas longtemps Tether qui nous expliquait qu'ils étaient justement en train de blacklister un certain nombre de wallets qui n'étaient pas OFAC compliant. On a eu ensuite Tether qui nous dit qu'ils sont en train d'inclure les différentes autorités gouvernementales des USA comme le FBI. Donc on commence à se diriger là-dessus. Et est-ce que la réglementation va être obligée de passer par la SEC ou ne va pas passer par un contrôle des acteurs qui sont aux USA et qui sont des acteurs principaux de la crypto? Et à savoir que, comprenez bien que même quelqu'un comme CZ, qui pouvait naviguer de pays en pays et ainsi de suite, a réussi à se faire choper et... Enfin, à se faire choper, façon de parler, je pense que c'était un deal qu'ils ont passé entre eux à un moment donné, parce qu'ils savaient très bien que, quoi qu'il arrive, il allait finir, à un moment donné, dans la case prison aux USA. Et il faut être en amont par rapport à ça. Et ça, je pense que c'est valide pour toutes les sociétés, qu'elles soient décentralisées ou non, il y aura un impact parce qu'il y a toujours à un moment donné quelqu'un qui est derrière. Et la décentralisation, elle est jamais à 100% parce que pour ça, il faut du temps. La seule chose qui est décentralisée actuellement, je le rappelle, c'est uniquement BTC. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que on est en train de voir aussi une réglementation qui est en train d'arriver autour d'une loi qui est dans la réglementation crypto anti-blanchiment d'argent, mais qui va beaucoup plus loin que ça parce que tout simplement c'est histoire d'obliger que chacun des wallets soit publié, que chacune des personnes soit KYC à tout moment des transactions. Bon, j'exagère un chouïa, mais vraiment pas tant que ça. Et ce qui est important de savoir, c'est que cette loi a été écrite en partenariat avec l'association des banquiers américains. En même temps, c'est les seuls qui sont vraiment suffisamment en connaissance de la compliance. Alors, est-ce qu'ils sont tous compliant? J'ai bien envie de vous dire, quand ils le souhaitent, on l'a bien vu avec notamment l'ensemble des amendes, mais néanmoins, la réaction de Coinbase du CEO de Coinbase ne se fait pas attendre, mais c'est vrai que, bon, on se pose vraiment des questions sur la typologie de loi, à voir si ça va passer ou non. La sénatrice n'a pas, donc qui porte le projet, n'a pas un track record qui est juste extraordinaire au niveau des lois, hein, c'est 100% de rejeté si je dis pas de bêtises, mais en tout cas, il va falloir suivre ça de près. À côté, on a cette notion de compliance qui est aussi énormément en France, avec le statut PSAN, donc il y a le statut qui permet d'être un prestataire d'actifs numériques, il y a l'enregistrement, et ensuite, il y a l'inscription réellement au PSAN, inscription où il y a que la société, enfin une branche de la Société Générale qui l'a passé, qui est la Société Forge, et là, l'enregistrement coûtera à peu près 500 000 euros, j'allais dire dollars, mais euros du coup, à une société pour rester en compliance, faire le dossier PSAN et le rester. Déjà, il y a des coûts humains, il faut compter 130 000 euros, pardon, je vais y arriver, pour quelqu'un qui s'occupe de la compliance, enfin, entre 130 et 150 000 euros par an. Et ensuite, il y a tous les cabinets d'avocats qui rentrent en compte, tous les dépôts, tous les maintiens. On estime entre 350 et 500 000 dollars, donc euros, on va y arriver, par an, pour maintenir le PSAN et faire le dépôt de PSAN. Donc forcément,
Les sociétés ont intérêt à être très rentables relativement vite, parce que sinon ça va coûter vraiment très cher, et c'est aussi la complexité de cette chape de plomb gouvernementale, dans lequel on va avoir une difficulté à avoir des entreprises qui vont innover dans un secteur qui est excessivement réglementé, comme le domaine bancaire actuellement, mais aussi les sociétés donc maintenant de gestion d'actifs crypto. Je pense qu'avec Mika ça va être encore pire, à voir dans quel point on sera capable d'innover. Est-ce que c'est obligatoire? Je ne pense pas. Est-ce qu'on doit avoir une réglementation? Oui. De cette façon-là, pas forcément, mais encore une fois, ça restera la réglementation européenne qui au moins a l'intention d'avoir une réglementation et non pas imposer, comme on peut le voir aux USA, un petit peu tout sans réglementation derrière. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le BTC, lui, continue, toujours énormément de frais ont été payés, et ça continue toujours au niveau des inscriptions, grâce aux Ordinals, mais pas que Ordinals, on a tout ce qui tourne autour, avec notamment le nouvel Atom de Atomical, qui permet de récupérer énormément de frais de transaction, et ça continue. Les personnes certainement les plus satisfaites sont les mineurs. Ensuite, en parlant d'inscription et de NFT, on va parler aussi de gamification avec Immutable, qui sort un wallet interopérable multi-jeux vidéo et multi-marketplace. Très très important. Ça, ce qui est intéressant, c'est que je vous en avais parlé il y a 1 an. Je vous avais dit, attention, ça va arriver. Immutable est plutôt bien placé pour pouvoir le faire, parce que justement, il regroupe énormément de jeux, et que ils ont la capacité de pouvoir créer un bridge interopérable autour de leurs assets, étant donné que c'est la même base. Et justement, c'est ce qui est en train de se passer. Ce qui était intéressant, c'est que certains développeurs avec qui je discutais me disaient que c'était impossible, et je leur expliquais que si, justement, c'était tout à fait possible. C'était juste, il fallait en fait un réseau qui permette de le faire. Bon, en l'occurrence, à partir du moment où on passe sur Immutable pour construire ses NFT et son gaming dessus, on aura la possibilité de s'inscrire dans une notion d'interopérabilité multigaming. Après, à voir comment ça va être poussé, comment ça va être effectué, comment les transactions d'un jeu à l'autre et d'un item à l'autre va se faire. Enfin, il y a plein d'éléments, mais en tout cas, c'est plutôt positif pour l'arrivée du Web3 dans la gamification, et c'est vraiment même très important. Et quand on regarde un petit peu aussi ça, on a Ovaly, je vous en ai parlé hier quand j'ai parlé de Fungible en vous disant que dans les jeux de simulation, on avait Ovaly qui était plutôt bien placé, qui n'est pas au tennis cette fois-ci, mais qui est au rugby, qui a eu quand même un gros lancement. Je rappelle que à cette époque-là, on a eu quasiment 2 millions de dollars levés en equity, on a eu 1 million de dollars qui ont été seed sur le token qui est lancé aujourd'hui d'ailleurs à midi heure française sur BitGet, donc en plus on va retrouver, donc ils ont un lancement sur un gros sexe, et on le retrouvera aussi sur Uniswap côté Polygon. D'ailleurs je vous posterai le lien en commentaire en description dès que j'aurai le numéro de contrat, j'ai pas encore réussi à trouver le bon listing, ça va prendre un petit peu de temps, donc en commentaire en description vous aurez les infos. Et à savoir que Ovaly sera utilisé dans la plateforme en elle-même, dans tout l'ensemble des transactions qui vont être effectuées au sein du gaming, à savoir que, on rappelle, c'est un jeu qui est basé sur les NFT des joueurs, qui permet de faire de la simulation de rugby. Et il y a pas si longtemps, vous vous souvenez, il y a eu justement la Coupe du Monde du rugby, dans lequel la France a quand même bien performé, même si on n'est pas arrivé jusqu'au bout, et justement Ovaly s'est plutôt bien tiré de ça, parce que j'ai cru lire qu'il y avait eu jusqu'à 70 000 $ de vente mensuelle de NFT, donc pas mal de transactions de cartes, donc ce qui est plutôt positif pour un jeu justement français, un saut rare, on va dire, du rugby, donc à suivre. Là-dessus, vous avez les informations qui vont être certainement sur leur Twitter, et moi en commentaire, je mettrai certainement le lien de Uniswap, parce qu'il est un peu compliqué à trouver, je pense, et je veux être sûr que ceux qui sont intéressés aient le bon contrat. Ensuite, on va se diriger sur Eigenlayer, qui est très important, ça fait beaucoup parler, parce que justement, c'est un outil de LST qui va permettre de utiliser les Ethers comme outil de validation pour d'autres protocoles. Donc on utilise la sécurité d'Ethereum, les Ethers stackés, pour sécuriser les transactions d'autres protocoles qui souhaitent passer par ça. Alors, là-dessus, Vitalik, par exemple, Buterin, a défini que c'était une grosse erreur, la notion du LST, parce que ça mettait en danger Ethereum. Alors oui, je pense que il peut avoir des risques intrinsèques par rapport à Ethereum en fonction du volume qui passe par les LST, mais le principe même est très intéressant parce que ça permet de créer une couche par-dessus Ethereum qui permet de valider et d'utiliser la décentralisation d'Ethereum pour la validation d'autres protocoles qui ne sont pas encore suffisamment décentralisés. C'est quelque chose qui est très intéressant au début du protocole, mais ne doit pas casser la volonté du protocole de devenir décentralisé de son propre côté. Pour moi, c'est une première étape, et c'est pour ça que c'est
intéressant. On fait une petite pause ici pour vous dire que à partir de demain, je descends pendant une semaine dans ma belle famille, donc je vais être dans un setup dégradé, je pourrais pas vous faire des quotidiennes comme je le fais habituellement, je vais essayer de vous faire quelque chose qui est un peu entre les deux, entre la vidéo classique de 13h30, la quotidienne, vous me direz ce que vous en pensez. Dans tous les cas, c'est à partir de demain jusqu'au 28, le 28 je reviendrai sur quelque chose de beaucoup plus classique, et on reviendra sur les quotidiennes. Dans tous les cas, je serai très présent sur Discord et sur Twitter, donc n'hésitez pas à me suivre, et j'essaierai de vous faire justement quelque chose d'un peu différent. Bien sûr, je suis sûr que vous serez gentil avec moi sur la qualité de la vidéo et la qualité du son, parce que je serai vraiment en mode dégradé. Sur la partie technique, on voit qu'on a imprimé un plus haut sur le S&P 500, un plus haut sur le Nasdaq, on n'arrête pas, je vous avais alerté hier en vous disant que ça allait être le cas, et ça y est, c'est effectué, on va certainement clôturer la semaine comme ça, vraiment qu'on va avoir un petit peu de volatilité avec, hop, ici, les différents chiffres qui vont arriver, on a le Confidence Board qui arrive aujourd'hui, on a le PIB qui arrive demain, et on va avoir les PCE Core validés de 22 décembre, donc qui vont arriver aussi, donc dans lequel, oui, on pourrait avoir un retracement, un retest, ou juste avoir une mèche. L'important serait d'avoir une validation, une clôture weekly au-dessus de ces niveaux clés. Là, c'est quelque chose qui serait vraiment bullish. Tant qu'on ne l'a pas, ça sous-entend que on peut être encore dans une forme de double top pour casser baissier, dans une forme de distribution pour casser baissier. Et donc là, il va falloir faire très attention. Est-ce qu'on rentre vraiment dans une bulle autour de l'intelligence artificielle? Je pense qu'on aura la réponse dans tous les cas dans les semaines qui arrivent. Et on voit qu'on a un marché qui est vraiment très bull, dans lequel on a toujours le VIX qui continue à s'enfoncer, même si on a eu jeudi, vendredi dernier, une petite réaction, mais c'est relativement faible. On a vraiment un marché qui est open et qui va à fond sur les actions. Il faut juste faire un petit peu attention. Pétrole, on voit qu'on a bien un rebond, on se dirige vers les 75-78, plutôt classique, avec derrière un indice dollar qui fait sa respiration et qui arrive dans la partie basse du range, donc on va arriver dans les 101,5 pour arriver jusqu'au 101, dans lequel on a eu quelques mèches qui sont passées, mais pour moi je considère que c'est relativement faible, on devrait aller peut-être faire ça, et ensuite repartir à la hausse, voire repartir, retester cette partie-là, puis ensuite aller retester encore une dernière attaque baissière, pour ensuite repartir à la hausse. Si jamais on valide bien, de toute façon, dans tous les cas, cette accumulation de week-off, je ne pense pas qu'on soit dans une redistribution, en tout cas je la vois pas telle quelle, il faudrait qu'on ait une réattaque haussière pour pouvoir la valider, donc ça on verra au fur et à mesure, mais en tout cas on devrait avoir ici un indice dollar qui réattaque à la hausse, qui n'impactera pas pour moi le BTC, on est toujours dans cette zone de confluence très fort au niveau de la résistance, au niveau du BTC, donc très important Ichimoku, ça n'a pas changé, on va attendre la clôture mensuelle, il va falloir être patient, même si le mois de décembre avance très très vite. L'important de voir, c'est qu'au niveau du CME, on a bien ici une consolidation qui est en cours, toujours présente. On voit qu'on n'a pas de signe qui est donné, qui est plutôt une forme de compression, avec les deux gaps CME qui sont bien présents, les gaps de rupture, qui sont ici la rupture du prix au niveau du CME, donc du Chicago Mercantile Exchange, donc qui est une partie future qui ouvre du lundi au vendredi, dans lequel on a forcément des erreurs de cotation et des écarts de cotation, et c'est ce que l'on voit ici, d'accord, ce sont les gaps CME, et généralement quand on a des gaps, on a tendance à aller les combler, sauf quand c'est des gaps de rupture, et les gaps de rupture, on les voit, et on les voit même très bien, parce qu'on a des bougies qui accélèrent, et on ne revient jamais dessus. Là, quand on a des gaps CME ici et ici, on va pas se leurrer, ça ce n'est pas un gap de rupture de cassure, donc on va aller le combler, et ça ce n'est pas une gap de rupture d'accélération haussière, parce qu'on est déjà quasiment revenu au niveau du gap, alors que normalement quand c'est un gap de rupture, on enchaîne les bougies vertes, et on ne revient pas avant très très longtemps, voire même jamais, sauf quand on se retrouve sur un actif qui est en train de péricliter. Alors, là actuellement on est dans une phase de consolidation, ça se voit bien ici où on a fait cet equal high, où on a construit et renforcé de la liquidité existante, on a une belle réaction baissière ici pour retester la partie des 41 900, donc qui est vraiment pas loin de la target que je vous avais donnée, et ensuite on a une réaction haussière, mais qui est encore une fois très fébrile, donc je me demande même si on n'a pas un schéma qui est en train de se mettre en place, un truc qui va faire comme ça, donc vraiment un triangle de compression dans lequel on comprime quoi? Bah devinez bien, de la liquidité, on le voit bien que là on a bien ici, pas du tout de liquidité au mouvement du prix, par contre on a un gros bloc de liquidité au-dessus au niveau de l'equal high qu'on a noté, et on voit qu'on est en train de reformer de la liquidité longue, d'accord? On a la liquidité longue court terme qui est en train de se faire, mais la vraie liquidité longue, elle est bien en train de cumuler autour des 36 800, en dessous des 37 000, qui correspond à cette zone de rupture vraiment, donc là dans lequel on avait une latéralisation, retest, réaccélération, retest, et deuxième accélération, et donc ça se voit que c'est cette zone-là
qui a été racheté. Et pour moi, là, on est vraiment pas loin de la définition du range. Quand on regarde vraiment les deux zones de liquidité, on a 44 000 et on a globalement 37 000, 36 500, dans lequel on pourrait avoir ce range qui pourrait nous accompagner sur cette fin d'année, voire même peut-être un petit peu plus loin. Donc il va falloir surveiller, est-ce que oui ou non on est dans un canal de compression? Si on est dans un canal de compression, ça sous-entend que lorsqu'on va le casser, on va avoir un mouvement très fort et qui va être un mouvement en plus de manipulation, il faudra faire très attention. J'ai tendance à vous dire que là, quand on a un equal high et qu'on a un gap de liquidité et qu'on a un pool de liquidité ici, la probabilité d'aller chercher ça est quand même très haute, hein. La véritable question, c'est est-ce qu'on va chercher ces lots là avant et le gap ici avec une cassure baissière, réattaque, on consolide au-dessus et ensuite on réattaque à la hausse pour aller chercher la liquidation supérieure. Bon, limite, j'ai envie de vous dire, ça n'a que très peu d'impact parce que ça sous-entend qu'on reste dans une forme de ranging et qu'on va justement se structurer dedans, qu'il soit un ranging qui va jusqu'à 37 500, qui est la target qu'on a finale pour cette cassure baissière, ou en tout cas une des premières vraies targets que l'on a au niveau de cette cassure baissière, ou qu'on reste dans un range entre 40 et 44, ça impacte assez peu. Pour rappel, on est resté très longtemps dans cette zone 25 000, 30 000, hein, donc pourquoi pas faire 40-45 dans un mouchoir de poche pendant un certain temps, le temps qu'on ait justement des nouvelles, je pense, autour de cette notion de validation des ETF qui est très attendue par le marché. Au niveau de l'order flow, très intéressant et très important de voir que on a bien la confirmation de ce ranging, hein, d'accord, on le voit bien ici, on le voit au niveau de l'open interest, donc on n'a pas ici d'appui sur le levier, d'accord, on voit bien qu'on est dans une phase de temporisation, ça se voit aussi dans la zone des top traders, donc on confirme le biais que l'on a actuellement, qui est en train d'être renforcé par l'order flow. Autre chose qui est intéressant de voir, hop, on va passer ici, où on voit que le RSI en daily sur le CME tient plutôt bien, d'accord, dans lequel on est dans une phase de consolidation, on pourrait même voir une petite divergence haussière si on regarde la totalité de ce mouvement-là, d'accord, on va pas aller jusque-là, mais on voit surtout que le momentum maintient cette zone-là, et donc, tant qu'on ne casse pas cette zone, et tant qu'on ne casse pas les 50 en daily, bon bah on n'aura pas de reversal, et donc on tiendra la liquidité qui est, pour moi, dans les zones des 35 000, qui est vraiment cette période de grind, qui a suivi cette rupture du range, qu'on a eu depuis un certain temps, d'accord, rupture des 31 000, accélération, on a bien travaillé à la hausse et on a monté en crabe, et ensuite on a réaccéléré à la hausse pour retester cette partie-là. Donc là, est-ce qu'on a une période de ranging pour respirer, et ensuite réaccélérer, ou est-ce que on casse, on va chercher la liquidité et on restructure à la hausse? Dans tous les cas, beaucoup de personnes, moi compris, pensent que, en effet, on aura un retest baissier Q1 2024, avec justement la partie Sell the News autour des ETF. Mais encore une fois, je rappelle que l'important, ce n'est pas d'avoir raison, c'est d'être préparé à avoir tort. Ne l'oubliez pas, préparez-vous à avoir tort, quoi qu'il arrive, de façon à ce que vous soyez prêts à toutes les éventualités. C'est terminé pour aujourd'hui. Nous, on se retrouve tout à l'heure, 13h30, pour parler de AXL, la crypto de Axelar. N'oubliez pas qu'à partir de demain, ça va être un planning qui est différent d'habitude. Et n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire pour me soutenir, ça me fait toujours très plaisir, et on se dit à 13h30.